Alors, bienvenue pour ce troisième volet de l'exposé de la théorie OVNI la piste du fer. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à des faits divers. Alors, des faits divers euh, célèbres, hein, puisqu'on va parler de Rendelsheim, on va parler de Valençol, on va parler du cas de l'Amarante, on va parler de Marius de Wilde, l'Empirio. Grâce à ces cas, nous changeons d'échelle. Nous avions auparavant analysé tous les phénomènes dans le cadre de grandes masses d'événements. Là, nous allons nous intéresser à ce qui se passe quand des engins sont vus près du sol, quand des êtres sont vus parfois près du sol. Qu'est-ce qu'ils font là, hein? Et on va donc faire cette analyse. Alors, pourquoi ces cas-là? Pourquoi j'ai choisi ces 5 cas? Alors d'abord, ces 5 cas-là, ils sont pratiquement étalés sur 70 années. Le premier, Marius de Wilde, commence en 54, puis 65 Valençol, 80 Rendelsheim, 82 l'Amarante, etc. Et jusqu'à 2008, Empire Oyo. Donc un éventail sur une période déjà. Et ensuite, des cas célèbres qui ont été très médiatisés, parce que si j'avais choisi des petits cas anonymes, enfin très circonscrits, pardon, dans un ouvrage, j'en ai beaucoup, on m'aurait dit oui, mais il va chercher des cas et des petits cas qui expliquent sa théorie. Non, là, je vais utiliser les grands cas pour démontrer justement le lien qu'il y a avec toute la théorie macro qu'on a explorée dans le volume numéro 2. Donc, c'est un choix délibéré. Et puis, toujours selon la même méthode, je n'avance qu'avec les faits, je ne fais que démontrer, contrairement à ce qui se fait sur le sujet par beaucoup, qui ne font que dire, que raconter, sans démonstration. La démonstration est indispensable si on veut aller très loin. Voilà. Donc ça, c'est mon axe de travail, et c'est en cela que je suis un peu un original sur le sujet, puisque je ne déclare rien que je ne puisse démontrer et dont je puisse fournir les sources. Donc nous allons pouvoir attaquer le premier fait divers à caractère ufologique, où l'OVNI est au sol, où il se cache dans la forêt, où se pose la grande question, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Qu'est-ce qu'ils recherchent là? Et donc nous allons parler de ce premier cas extraordinaire, qu'on a dénommé le Roswell anglais, qui est le cas de Redelsheim. Bon, nous allons donc commencer avec ce cas célèbre de la forêt de Rendelsheim, qui a eu lieu en 1980. Et tout a commencé le 26 décembre 1980, euh, près de la base américaine de Woodbridge, dans le sud-est de l'Angleterre, où deux agents de sécurité vont repérer dans la forêt toute proche, qui est à peu près à 300 mètres de la base, ce qu'ils pensent être un avion se crachant dans la forêt. Bon. Donc ils vont se rendre sur les lieux, ils vont sortir de la base, se rendre dans la forêt, et là constater euh, qu'il ne s'agit pas d'un avion qui se crache, hein, mais d'un ovni qui est là, euh, un engin absolument mystérieux, forme triangulaire, qui est tout proche du sol. L'agent Penninson, l'un des deux, va relever, donc on en reparlera plus tard, des sortes de glyphes, d'inscriptions sur l'engin. Ils en sont là un petit peu de leur constat. Ils viennent à la base, un peu interloqués. Et ça, c'est la première partie. Euh, on n'ira pas plus loin dans un premier temps. Et on est le 26. Et le 27 va se passer, il ne va rien se passer. Euh, on a encore, les agents restent sur leur base euh, de Woodbridge. Et puis, le surlendemain, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'engin réapparaît, l'OVNI à nouveau est là. Bon. Et donc, grand branle-bas de combat, on ne sait pas que faire, ça recommence, les mêmes lumières, etc. Et donc ils décident d'en référer à leur supérieur hiérarchique, là vraiment les commandants de base, puisqu'il y a deux bases à cet endroit-là.
Vous avez une base qui s'appelle Woodbridge et une qui s'appelle Brentwater. Elles sont reliées toutes les deux, elles sont jumelles. Elles sont distantes d'à peu près 3-4 km l'une de l'autre. Les événements arrivent près de la base de Woodbridge, mais le commandement, lui, est à Brentwater. Donc, ils se rendent à Brentwater, à cette base-là. Et là, ils rencontrent le commandant de la base. Et ça tombe en plein moment, c'est très étrange ça, d'une sorte de repas de réveillon de la fin d'année. Et le commandant est un peu embarrassé avec cette histoire d'OVNI, auquel il ne croit pas beaucoup, hein. Et il va confier donc au commandant en second de la base, mais qui est le commandant en second de la base, des deux bases, hein, de Brentwater et Woodbridge, le soin d'aller vérifier sur place ce qui se passe, tout en étant très sceptique. Et tout ça, on le connaît parce que le colonel Halt a fait de nombreuses déclarations. Et il raconte lui-même qu'il est tout à fait sceptique avec cette histoire d'OVNI, il n'y croit pas une minute. Seulement, il est obligé d'aller voir ce qui s'y passe. Donc, il va se changer parce il est en tenue soirée, hein, pratiquement. Et avec mauvaise humeur, ce qui est normal. Moi, à sa place, ça aurait été pareil. Il va se changer et se rendre donc à 4-5 km avec les agents de sécurité qui sont venus, plus d'autres agents de sécurité, plus il va tout enregistrer au dictaphone et il va se rendre dans la forêt qui jouxte la base de Woodbridge. Ça, c'est le premier événement. Que vont-ils découvrir? Quand ils arrivent sur place, bien évidemment que ils vont voir une espèce d'engin, une espèce que Halt a du mal à définir et qu'il va décrire comme un œil en fusion, une espèce d'œil rouge. On ne comprend pas bien ce qu'il veut dire, parce que mais il décrit avec une sorte de métal en fusion qui coule de l'engin. Et quand moi connaissais le cas, bien sûr, au début de la piste du fer, j'avais associé ce cas à la piste du fer en me disant, mais c'est très curieux cette histoire de fer qui coule en fusion, dans une espèce d'œil qui clignote, un rougeâtre, mais à l'époque, j'avais pas réussi à raccorder le problème du géologique. C'était un petit peu, il y avait de ça, mais il manquait tout de même ça, il manquait quelque chose, parce qu'il y avait des exploitations de fer dans la région, mais pas à cet endroit-là du tout, beaucoup plus à l'ouest, puis très, très minime, pas vraiment convaincante, mais à cet endroit-là, il y avait strictement rien. Donc, je l'avais quand même associé à cause de cette histoire d'œil en fusion. Alors, qu'est-ce que raconte ensuite le colonel Halt et toute son équipe? Donc, il enregistre tout ça au dictaphone. L'engin va tout à coup disparaître, exploser en plusieurs parties lumineuses, enfin, comme s'il explosait, il va disparaître. Et colonel Halt va noter de nombreux incidents secondaires, mais qui sont très explicites. Premièrement, toutes les radios qu'ils utilisent sont brouillées. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs radios, il y a la radio qui vont utiliser là, les contacts avec la base sont impossibles, tout est brouillé, tout a disparu. Il va noter aussi qu'en plus de cette espèce de chose, d'œil clignotant de métal en fusion, il y a autour, au nord, il y a plusieurs endroits, des ovnis qui circulent de manière un peu erratique, comme s'ils étaient en appui, comme ils étaient là au cas où il se passerait quelque chose, un espèce d'appui aérien en fait, comme on le voit même chez nous, hein. Et puis, encore d'autres événements étranges, au moment où ils vont s'approcher trop près, il va recevoir, c'est lui qui le raconte, c'est pas moi qui le raconte, un espèce de rayon laser en lui demandant de ne pas approcher. Et lui, il va se dire, tiens, peut-être on cherche à nous contacter. Mais non, c'est un peu un coup de semonce, un peu, hein. Et puis, donc, ils vont rentrer à la base et consigner tout cela de manière tout à fait embarrassée. Et donc, voilà où on en est. Alors évidemment, qu'en déduire? Alors, dans ce cas, et comme d'habitude, on a toujours des explications euh, euh, de deux ordres. On a soit le déni complet de l'affaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu d'OVNI, ils se sont trompés, hein, parce que le déni, c'est toujours de mettre en cause et en doute la parole des témoins, c'est de dire, bah non, ils ne sont pas suffisamment, je dirais, éveillés, intelligents, formés pour décrire et puis pour
ce n'est pas valable ce qu'il voit, donc on le dénie. Alors qu'est-ce qu'on va dire à la place? Eh ben, ils ont vu les lumières du phare, parce qu'effectivement, il y a un phare à proximité, heu, qui est à proximité, qui est à quelques kilomètres, de Woodbridge et on va dire: «Mais c'est les lumières du phare». Alors le problème qu'il y a avec ce phare, et c'est pas très évident comme explication, elle tient pas du tout la route. Parce que premièrement, de la base, on ne le voit pas le phare, parce qu'il y a une espèce de colline d'environ 20 mètres entre le phare, et la base. C'est-à-dire que le phare, lui, il n'éclaire pas toute la partie basse, de la forêt. Bon, premièrement. Donc ça ne correspond pas du tout. Puis on imagine que des agents de sécurité, qui ont eu 2 jours pour réfléchir à tout ça, notamment, il y a eu un jour d'intervalle où il ne s'est rien passé. En fait, il y a 2 événements. Et le premier, bien c'est évidemment qu'ils ont dû se dire: «Mais est-ce que c'était les lumières du phare?» Bon, ils ont dû se poser la question, ils ne sont pas si bêtes que ça. Et comme ils ont entendu que ce n'était pas la lumière du phare, ils se sont retournés le surlendemain en disant: «L'OVNI est de retour». Quand on regarde, ce qui a été expérimenté par rapport aux lumières de ce phare, hem, la partie basse ne peut pas éclairer puisqu'il y a la colline d'une vingtaine de mètres entre les 2. C'est que la partie haute. Mais l'engin est décrit à partie basse, ça ne colle pas du tout. Ça, c'est pour le déni, c'est de dire: «Non, il s'est rien passé, ils se sont trompés». Comme d'habitude, on ramène tout à des phénomènes connus, puisqu'on ne veut pas admettre en plus, que c'est une origine totalement inconnue et pour cette raison. Et ensuite, on a toute la cohorte, heu, des théories ufologiques traditionnelles. Les anciennes, je dirais, moi j'appelle ça les anciennes marottes un peu, hein. C'est-à-dire le nucléaire, évidemment. Alors parce qu'évidemment, Woodbridge est une base, je dirais sécurisée. L'histoire du nucléaire par rapport à cette base, elle n'a pas été reconnue par le gouvernement britannique, parce qu'effectivement, on a posé la question au gouvernement britannique: «Est-ce que Woodbridge est un site où logent des ogives nucléaires?» Il n'a jamais répondu, premièrement. Et chez le gouvernement, ils ont dit: «Bon». Le problème que se posent aussi ces histoires de nucléaire, c'est que d'abord, il n'est pas du tout certain qu'il y en ait à cet endroit-là. Et pourquoi je dis ça? Parce que, d'abord, l'Angleterre a sa propre, dissuasion nucléaire, heu, comme la France. Et que les bases américaines qui avaient des ogives nucléaires à l'époque, dans les années 80, il y en avait plus d'une centaine en Europe. Mais il y en avait beaucoup en Allemagne, beaucoup en Belgique, des tas de pays où il ne s'est jamais rien passé, premièrement. Le problème qu'ont ces pays comme l'Angleterre ou comme la France, nous n'avons pas d'ogives nucléaires américaines, mais si il y avait eu des ogives nucléaires américaines sur le sol anglais, qui déclenche le feu nucléaire? Qui déclenche le nucléaire? Ce sont les Américains, parce que ce sont leurs ogives nucléaires. Ça entraîne la responsabilité de l'Angleterre, c'est-à-dire que la riposte aurait lieu sur le territoire anglais, ce qui n'est pas évident. Je pense que les Anglais veulent toujours avoir la main sur la décision, comme nous en France, hein. On ne va pas laisser un pays étranger venir décider sur notre sol d'envoyer des missiles nucléaires sur la Russie, pour que la Russie vitrifie la France au nom d'une puissance étrangère, qu'elle soit américaine ou autre, et qui aurait mis ces missiles sur notre sol pour les envoyer je ne sais où, sans notre décision. Donc c'est pas très cohérent pour les pays qui ont déjà l'arme nucléaire, comme c'est le cas de l'Angleterre ou de la France, de recueillir sur leur sol un arsenal nucléaire étranger. Et est-ce que les Américains accepteraient de mettre tout un arsenal nucléaire sur un sol étranger en donnant la main, la décision nucléaire à ce pays? Je ne suis pas sûr. Ça ne peut être qu'en collaboration, ça peut être que sous l'égide de l'OTAN. C'est très complexe. En tout cas, moi, ça ne m'a pas vraiment convaincu, cette histoire de nucléaire. Et puis en plus, pourquoi s'attaquer à celui-là particulièrement, alors qu'il y en a plus d'une centaine dans toute l'Europe? Donc ça ne marche pas. Alors, évidemment que cette histoire nucléaire a totalement occulté tout le sujet, toute l'analyse ufologique est passée sous la trappe, on n'a pas été chercher plus loin, mais on aurait dû aller chercher plus loin. Parce qu'il y a quelque chose qui ressort, qui n'était pas du tout, que j'ai découvert assez récemment en plus, enfin on en parle que depuis peu de temps, c'est que euh, quand on reprend les, les conférences de presse du colonel Halt qui parle de cette histoire, donc lui il l'attribue au nucléaire, puisque c'est un militaire, donc pour lui c'est clairement ça, ou d'armement, puisque la base de Woodbridge est une base assez, je dirais assez surveillée. Donc lui il attribue ça. Bon.
en faisant référence à cette ancienne théorie qui remonte aux années 50. Faut pas se dire que puisqu'il y a des livres encore aujourd'hui qui sortent sur ovni nucléaire, ovni nucléaire, que c'est une théorie récente. C'est une théorie très ancienne qui remonte aux années 50-60, qui est apparue aux États-Unis au moment où les premiers ovnis apparaissaient. Ça, et comme beaucoup de théories, sauf la mienne, puisque la mienne est totalement originale, elle ne vient pas des États-Unis, ça je peux vous le dire. Donc ce sont des vieilles théories qui ressortent en permanence, qui sont encore commentées avec des... Bon, ça apparaît sérieux, mais là, ça ne l'est pas du tout. Et il y avait quelque chose qu'il fallait remarquer, que moi j'ai remarqué assez vite, c'est que dans les conférences du colonel Halt, il expliquait que les termes Woodbridge, Brentwater, étaient des termes east-anglians. Alors ça m'a euh, effectivement, pour quelle raison? Parce que on est à un endroit où on est un ancien royaume qui s'appelait East Anglie, qui est très ancien, oui, et donc qui avait un langage, qui avait des termes east anglians, et Woodbridge et Brentwater sont des termes east anglians. C'est pour ça qu'il en fait référence, que là, vous pouvez écouter dans plusieurs séquences, il parle, il dit ça, oui, c'est des termes east anglians. Et quand moi j'ai fait des recherches, commencé à faire des recherches géologiques, alors évidemment, la recherche géologique, ça ne se voit pas. On voit, évidemment, il faut aller se poser la question, se dire, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Moi, je connais le lien maintenant, il est tellement développé sur la partie macro, sur les fameux hydroxydes de fer. Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien là? Eh bien, il ressort des premières recherches que je fais, et tout de suite ressort quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a sur place une formation géologique qui s'appelle les Red Cracks. Et quand on regarde dans les dictionnaires comment les définir, eh bien, tout de suite ressort Red Cracks est un terme east anglian. Craggs est un terme east anglian, comme Woodbridge ou comme Brentwater. Ce sont des termes anciens. Craggs voulant dire en east anglian, à base de coquillages, c'est un ensemble ferrugineux à base de coquillages. Alors vous me direz, ouais, bon, bah, c'est pas suffisant, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que le problème qu'on a avec cette formation géologique des Red Cracks, c'est qu'elle a été découverte où? Sur le site de Woodbridge. C'est à Woodbridge qu'on a découvert cette formation géologique, premièrement. Déjà, c'est bizarre que les engins extraterrestres soient à l'endroit où on a découvert juste cette formation-là. Mais ça, c'est tout ce que je vous dis, est totalement authentique et vérifiable, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Premièrement. Deuxièmement, de quelle taille est cette formation géologique? Eh bien, elle est minuscule. Elle est minuscule, elle fait environ, ça représente à peu près un petit triangle qui fait 8-10 km de côté. Vous voyez, c'est tout minuscule. Et à cet endroit-là, les bases sont directement sur cette région-là, et sur cette zone-là. Il n'y a pas. Alors, est-ce que c'est un hasard? Ça peut pas. On pourrait toujours dire oui, c'est un hasard. Non, ça ne peut pas être un hasard. Parce que c'est trop pressé comme corrélation. C'est trop corrélé. On peut pas, à un moment donné, des corrélations qui s'amoncellent, on ne peut plus parler de hasard. Ça, c'est les statistiques qui parlent, qui disent. C'est les mathématiques qui parlent, qui disent non, c'est pas possible. On ne peut plus évoquer l'idée d'un hasard. Surtout là, une formation qui fait à peine, ça représente 0, j'ai fait les calculs, 0,00, je sais combien, 2% du territoire anglais. Et c'est juste à ce moment-là qu'il y a une espèce d'énorme opération avec du soutien aérien pour récupérer quoi? Eh bien, pour récupérer toujours pareil. Et ça, c'est évidemment ce qu'on a. En plus de les survoler en masse par moment, ben, ça s'arrête, ça creuse. Parce que il se trouve une chose, c'est que ces petites perforations qu'on voit dans le sol, sont à peu près à 10 cm du sol. Eh bien, il faut, pour atteindre les red cracks, traverser ces 10 cm. C'est géologiquement démontré qu'ils sont là. Et vous verrez qu'il y a d'autres endroits, c'est plus profond, et que les trous qui sont faits, notamment on va le voir dans le cas de Valençol, sont plus profonds parce que le substrat minéralogique d'un sol, il n'est jamais en surface. Sol, vous avez l'humus, vous avez la couche végétale, et en dessous, vous avez les substrats minéralogiques, la consistance du sol. Et pour atteindre ça, là où il y a justement ces red cracks là, mais ailleurs, ça va être autre chose, mais ça va toujours être l'hydroxyde de fer, toujours qui va revenir, et c'est là qu'on va aller le chercher, parce que là, sur la forêt de Redelsheim,
on est sur la région de Woodbridge, qui a découvert les premiers découvertes sur cette formation particulière de coquillages et de fer hydraté, qui est un peu rougeâtre, bien sûr, le fer donne toute cette teinte rouge, qui est très particulière. C'est là que va se passer cette affaire Drandelsheim et les histoires de nucléaire. Pour ma part, je n'y crois pas. Les histoires de phare non plus, ce sont des absurdités totales, puisque on voudrait dire que les agents de sécurité sont des vrais imbéciles, puisque la première fois, ils se sont rendus dans la forêt, admettons qu'ils aient pris ça pour le phare, mais ils avaient tout le lendemain pour réfléchir, et le surlendemain, avec les mêmes apparitions, les théories disent: ah mais non, mais ils n'ont pas pensé que c'était les phares le premier jour, ni le deuxième jour. Ah bon? Et ils se sont fait prendre avec le colonel Halt, qui est totalement opposé aux histoires d'OVNI, en prenant les lumières du phare dans les arbres, en hauteur à ce qui se passait au sol. C'est tout à fait absurde. Alors, pour finir sur ce cas de Reinelsheim, qui est une des grandes affaires extraordinaires, euh, le sergent Penninson avait fait un relevé. Vous vous rappelez qu'il y avait ce fameux engin triangulaire au sol qu'on ne comprenait pas. Il y avait des espèces de glyphes sur la coque, espèce de, espèce, pas d'hiéroglyphe, mais une espèce de signe bizarre, dont il fait relever, et dont vous voyez là à peu près ce qui est, euh, le dessin, je dirais. Et là, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a deux, trois choses qui sont intéressantes. Vous avez d'abord ce triangle en bas à droite avec les deux cercles. Est-ce que ça ne se représenterait pas la Terre et la Lune, notre système? Alors, au niveau des proportions, j'ai tout calculé. Le petit cercle est trop gros, hein. Normalement, si c'était la Terre et la Lune, bon, si on prend la Terre comme base, le petit cercle à côté, lui, devrait être plus petit. Mais comme c'est une retranscription visuelle, hein, il est très possible que ce soit malgré tout notre système représenté, avec le triangle, disant, bon, nous sommes affectés un peu à ce système dans le cadre de récupération. On le verra par la suite. On va ouvrir un grand livre et on va s'apercevoir que cette chose qui est récupérée a une importance énorme et qu'elle est liée, moi je pense, petit à petit, je commence à avoir de plus en plus d'éléments qui vont me le démontrer, certainement au système de déplacement, l'énergie, puisqu'il s'agit de multiples ethnies qui le récupèrent de multiples manières, mais on revient toujours à ça. Et donc, très certainement, le seul point commun qu'ils peuvent tous avoir entre eux, c'est de se déplacer. Je ne vois pas d'autres moyens, d'autres explications. Et effectivement, plus j'avance et plus je comprends un peu ce qui se passe. Donc, sur le relevé de Penninson, on a peut-être, c'est pas sûr, notre système à droite, en bas à droite. Et au-dessus, au milieu, un Américain a fait une espèce d'interprétation visuelle seulement, et il dit, bah voilà, au milieu, ça, c'est un symbole, hein, c'est tout écrit en américain, en rouge, qui voudrait dire en dessous, perforer, pénétrer, en dessous. C'est très curieux parce que, effectivement, si on tient l'hypothèse qu'ils viennent chercher, et là ils sont venus, ils ont perforé, pour récupérer quelque chose qui est apparu sous forme d'espèce d'œil en fusion, tout devient extrêmement cohérent, tout devient extrêmement lisible, et tout devient extraordinaire. Puis en plus, tout démontre qu'on a bien affaire à des extraterrestres. Ce n'est pas des humains qui vont se faire ça. Ce n'est pas des humains qui vont aller chercher ça de cette manière-là. C'est bien extraterrestre, la preuve en est. Alors ça, évidemment, à force, il y en a ce mot est un gros mot pour certains, ils sont toujours cramponnés aux ovnis ou aux pannes, ils ne veulent pas aller plus loin, par peur du ridicule, bien sûr, c'est toujours pareil, on a toujours peur hein. Malheureusement, si les grands savants avaient été comme ça, on en serait encore à la Terre plate, hein. Parce que certains, comme Eratosthène, le premier qui a démontré que la Terre était ronde, lui, il ne risquait pas d'être ridicule, il risquait pas, quasiment le bûcher, c'était le cas de Giordano Bruno. Brûler pour avoir simplement dit qu'il y aurait certainement dans l'univers d'autres mondes habités. Il n'a pas voulu, lui, renoncer à sa théorie. Et il en est mort. Ah, c'est pas du ridicule qu'il craignait, lui, c'était bien pire.
Et je veux dire, toute nos sciences, elle est établie par des gens qui avaient des convictions et puis qui osaient aller plus loin, qui osaient franchir les limites. Eh ben, la limite, c'est de te dire: «C'est extraterrestre». Eh bien oui, c'est extraterrestre. Il va falloir se faire à cette idée-là. Et premièrement et deuxièmement, tous les événements comme celui-là ou comme des tas d'autres ont vraiment existé et toutes les théories du déni, un peu les théories idiotes, qui faisaient croire que les gens n'avaient pas vu ce qu'ils avaient vu et que ceux qui n'étaient pas là savaient mieux ce qu'ils avaient vu, c'est quand même extraordinaire. On n'a jamais vu un truc pareil. Eh bien, ceux-là se sont trompés et puis on va continuer notre exposé, on va pas donc nous allons parler, d'une chose importante qui va s'appeler, ferritine et phytoferritine. Alors, c'est-à-dire qu'on est parti, vous vous rappelez des hydroxydes de fer, en surface. On est passé par, Reynoldsheim qui nous a fait comprendre que dans cette couche, très particulière, des red cracks, il y avait aussi des hydroxydes de fer, très particuliers et il se trouve qu'il y a un certain temps déjà maintenant, en recherchant, comment le fer, se distribuait dans le sang, dans le corps, je suis tombé sur cet article de Wikipédia, qui est une forme de dictionnaire un peu, de base, hein, basique. Mais cet article sur la ferritine m'a fait comprendre tout à coup quelque chose d'important. Et là, je vous montre l'article. C'est qu'il est marqué, donc la ferritine sanguine, hein, qui est dans notre corps. Il est marqué ça sur l'article sur cette ferritine, que le résultat de cette ferritine ressemblait à un oxyhydroxyde de fer minéral. Minéral. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je vous ai parlé des hydroxydes de fer en surface, mais qu'il y avait dans ces hydroxydes de fer des oxyhydroxydes de fer. Alors ça veut dire quoi, oxyhydroxyde de fer par rapport à hydroxyde? Eh bien, l'oxyhydroxyde de fer est un hydroxyde de fer, sauf qu'il est sous forme magnétique, c'est-à-dire qu'il a le fer F3+, qui le rend magnétique. Mais c'est la même formule, c'est toujours du fer, hydrogène, oxygène. Ce qu'on voit là, oxyhydroxyde de fer, c'est l'hydroxyde de fer, c'est le même. Mais en plus, le lien est fait entre une particule sanguine et une particule minérale, donc qui est dans les sols à la base. Et alors, ce qui est intéressant, et c'est ce qui va nous servir dans l'analyse pour Valençol, c'est que le, il est dit dans cet article, on le voit en dessous, que les végétaux ont, eux, une forme identique qui s'appelle phytoferritine et qui donc contient un oxyde de fer minéral. Donc ça veut dire que l'objet des convoitises, si on commence à imaginer ça, pour l'instant on est un peu, même si on commence à avoir des sérieux éléments qui le démontrent, mais on pourrait dire, en restant l'imagination, eh bien que cette, cette matière, elle est présente dans les sols, on la voit déjà arriver dans le sang humain avec la ferritine. En plus de ça, dans l'article, en première ligne, on voit apparaître qu'elle est très présente dans le colostrum, le lait maternel. Ça va nous ramener à un autre dossier, mais dans l'épisode d'après, qui va être analyse des crop circles et des attaques sur les humains et le bétail, hein. Parce que pour les humains, effectivement, il y a un dossier, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Colares, où les rayons lumineux ont atteint les femmes allaitantes et le sein gauche. Là, on voit déjà qu'il y a un lien. Quand on connaît bien les dossiers, on voit déjà les liens apparaître tout seul, sans vraiment qu'on... Et ça s'assemble sous nos yeux, en fait. Et donc là, ferritine et phytoferritine végétale ont le même élément qui est dans les sols, qui est minéral, qui est un oxyde de fer, et ça va nous servir dans l'analyse de Valençol. Donc nous allons parler du cas de Valençol, qui a fait l'objet d'un film récent. Je n'ai pas vu le film, hein, je cherche à le regarder un jour. Donc c'est en 65, en juillet 65, un agriculteur spécialisé dans la lavande, Maurice Masse, va apercevoir dans son champ un engin ovoïde penché sur les lavandes, enfin qui stationne sur les lavandes avec deux êtres qui semblent
je sais pas, gratter, observer ces fameuses lavandes. Bon. Donc il va s'approcher, puis il va être immobilisé par un rayon qu'on connaît bien, puisqu'on à plusieurs reprises, on va même le voir aussi avec l'affaire Marius de Wilde, c'est un rayon immobilisant. C'est très curieux comme, qu'on ne comprend pas, hein, on ne va pas tout comprendre non plus d'un coup, ça c'est clair. Et donc l'engin décolle, et puis Maurice Mas va constater que à l'endroit où il y avait l'engin, il va appeler il va faire déplacer la gendarmerie, hein, qui va faire plusieurs PV, hein, qui sont consultables, hein, il y en a 3 ou 4 en juillet. Ils vont relever plusieurs choses intéressantes, notamment euh, la concordance avec ce que décrit Mass, hein. C'est-à-dire que l'engin est posé avec des espèces de 4 petits pieds, et on va retrouver effectivement 4 petites traces en croix qui seraient les traces du pied. Seulement le problème que l'on a, comme il y a toujours quelque chose qui, qui ne colle pas, c'est qu'on a un trou central qui correspond à rien, qui fait à peu près 18 cm de diamètre pour 40 cm de profondeur, et qui lui est un peu inexplicable. Alors évidemment, là, on pourra pas dire, comme avec Rendlesham, que c'est pour les centrales nucléaires, c'est pour les installations militaires, c'est des voyageurs dans le temps, c'est des voyageurs de la 5e dimension, je ne sais pas, parce qu'il y a des traces au sol, et puis il y a et tout ce toutes les vieilles marottes anciennes ne tiennent pas la route, et puis toutes les nouvelles qui reposent non plus sur rien, parce que je ne vais pas encore m'étaler sur tout ce qui sort comme théorie américaine, notamment de certains Américains, hein, euh, bon, qui reposent sur strictement rien, qui ne sont que du déclaratif, hein. C'est-à-dire qu'ils étaient là et ils ont vu et ils racontent. Enfin, tout le monde les croit, mais est-ce que c'était le cas? Parce que pour certains, on pourrait un peu se poser la question de savoir où sont leurs diplômes, hein, parce qu'il y en a plusieurs, nulle trace des Enfin bref, ça c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui est agaçant, parce que ces gens-là occupent le terrain, occupent les médias, et font penser que l'ufologie c'est ça, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Donc il y a une correspondance entre ce que vont constater les gendarmes et les déclarations de masse. Et le problème, c'est ce trou central, à quoi il sert et qu'est-ce qu'il vient faire là. Et alors, parallèlement à ça, il y a des constats. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir la lavande est toute déshydratée, desséchée, qu'elle est comme morte d'un coup. Que la terre est un aspect un peu curieux, comme si elle s'était effondrée ou compactée ou chauffée. Alors là, ça va être intéressant, parce que on sait bien sûr, moi je sais, et puis maintenant vous le savez, que dans cette plante-là, il y a de la phytoferritine, bien sûr, et puis le pendant de la ferritine humaine, hein, c'est en gros le gestionnaire du fer de la plante. Voilà. Dans l'article de Wikipédia, il précise qu'on ne comprend pas bien. Alors, Wikipédia, je me méfie parfois, hein, c'est pas l'alpha et l'oméga non plus, mais qu'on ne comprend pas bien le fonctionnement de la phytoferritine dans les végétaux, ce qui est un petit peu vrai. Bon, mais ça existe, et c'est là. Et ce qu'on sait, c'est que c'est présent dans cette plante-là aussi, dans la lavande, hein. Et que, bien entendu, imaginons euh, euh, cette histoire de retrait de cette phytoferritine. Parce que, en fait, la ferritine contient quelque chose qu'on va aborder, puisque c'est ça, en fait, la phytoferritine. Alors, euh, ce trou, il est très étrange. Et encore une fois, on va se poser la question, quelle est la composition du sol? Eh bien, il faut savoir que la composition du sol, elle contient effectivement des hydroxydes de fer hydratés, oui, mais à 40 centimètres de profondeur. Et que le truc correspond à la... On va aller chercher le substrat minéral du sol à 40 centimètres de profondeur. Et comme on est en train de parler de particules hydratées, rappelez-vous que c'est de fer hydraté dont on parle, et que la ferritine et la phytoferritine végétale sont des fers hydratés. Et bien quand on retire
Ça, c'est très très important. Quand on retire cette particule hydratée, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on déshydrate, on déshydrate. Et ce n'est pas, et comme encore une fois, je vois beaucoup de ufologues, tu sais, qui parlent d'ovnis, de machin, nous parler de champ magnétique. Ce n'est ni un champ magnétique qui retire. Ce n'est ni un champ de plasma actif, de je ne sais quoi, trouvé en labo, mystérieux, des champs mystérieux boules de gomme, qui retirent. Non, non, même un champ de micro-ondes ne retire rien. Et, euh, toute l'explication de ce qu'on va constater dans le cas de Valençol, c'est-à-dire le flétrissement des plantes, le durcissement du sol, et tout ça est explicable parce qu'on retire une particule hydratée des lavandes. On la retire du sol aussi. On pompe quelque chose. Pendant ce temps-là, et c'est l'objet de la perforation centrale. Et il y a une autre conséquence de tout ça. C'est puisque cette ferritine biologique, cette phytoferritine végétale et cet oxyde de fer minéral, quand on est présent, et on va le voir, et c'est même dans l'article sur la ferritine, présent dans de nombreux organismes biologiques. Mais les bactéries en ont, les microbes en ont. C'est vraiment, c'est vraiment une armature de la vie biologique. Eh bien, quand on la retire, on tue tous les organismes du sol. On déshydrate les plants, on affaisse le sol, comme s'il était vitrifié. Et comme tous les micro-organismes sont morts, eh ben, le sol est stérile. Et qu'est-ce que déclare Mars? Il déclare, et ça c'est vérifiable, que pendant plusieurs années, le sol est resté stérile et qu'il lui a fallu de nombreuses années pour retrouver son microbiote. Vous voyez, tout le monde est parti, quand on a évoqué les problèmes de résultats d'analyse, euh, que ce soit là, mais on va les voir à la fin, parce qu'on a, on a un cas où on a encore des analyses encore plus précises, c'est celui de la marante. Personne n'a réussi à les expliquer parce qu'on considérait que c'était avec un champ de quelque chose, magnétique, électromagnétique, micro, on ne savait pas trop, euh, qui avait pu avoir cet effet-là de déshydratation. Parce qu'effectivement, nous, on connaît surtout la déshydratation parce qu'on chauffe les choses. Mais on n'a jamais considéré et pensé que en retirant une particule hydratée, on enlevait de l'eau et on déshydratait sans qu'il y ait un champ et sans que surtout qu'il y ait de traces de chauffage, traces de brûlure. Parce que ce qui désarçonne tout le monde, c'est de constater qu'on a déshydraté sans trace autour d'une quelconque effet thermique. C'est incompréhensible. Donc on dit, oui, mais à ce moment-là, c'est peut-être un champ de je ne sais quoi. Mais non, mais tous les champs, on va le voir pour le cas de la marante à la fin, parce que c'est celui qui a le plus de données encore, qui va vraiment on va rentrer en profondeur dans le processus, le constat que c'est une particule hydratée qui est retirée, donc évidemment hydratée, ben on le déshydrate, c'est simple. Et ça, on va le retrouver partout, dans les crop circles, on le retrouve aussi, on va le retrouver à multiples niveaux, et notamment dans la marante. La marante, on a des résultats d'analyse qui ont été faits par le labo de l'INRA, par Michel Bougnas, qu'on n'arrive pas à expliquer, mais je peux vous dire que tout devient explicable aujourd'hui, à condition de comprendre que l'objet de tout cela est le retrait de cette particule. Voilà ce que va nous apprendre le cas de Valençol. Voilà le grand événement de Valençol. Donc nous allons parler maintenant du fameux cas de la Marante, qui a lieu près de Nancy en 82, qui est un cas assez étrange, parce que il est toujours critiqué par le déni, hein, ceux qui vont dire que ça n'a pas existé. Bon, on les connaît, on commence un peu à être familier de leur positionnement, toujours le même, hein. Les témoins n'ont pas vu ce qu'ils racontent. Ils sont un peu demeurés presque, hein, c'est un peu sous-entendu parfois. Et donc ce cas, il est très étrange parce que c'est un petit jardin tout minuscule, à peu près 10 mètres carrés, où un engin va être observé par le témoin en train de descendre vers lui, vers le jardin, et puis il va se trouver à stationner comme ça, à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 du sol dans le jardin.
Et le témoin, lui, c'est un biologiste en plus. Et donc, il est un peu estomaqué. L'engin, il fait à peu près 1,20 m de diamètre, à peu près 80 cm d'épaisseur. Il a une forme bleu lagon au-dessus, un espèce de bandeau de 30 cm autour, et puis un noir type bakélite en dessous. Voilà. Donc il va rester près de 20 minutes comme ça devant le témoin, et tout à coup repartir à la verticale très rapidement. Et au moment où il repart, euh, le témoin constate une dégradation sur les végétaux du jardin. Voilà. Et dont euh, un végétal particulier qui s'appelle l'amarante, et qui est nous qu'on utilise comme plante d'ornement, ça s'appelle les queues de renard, c'est aussi rougeâtre, oui. Et qui nous arrive d'Amérique du Sud, et qui était une céréale à la base, hein. On en faisait de la farine, etc. Et en plus, qui avait un côté, on l'appelait l'immortel, qui avait un côté un peu magique, qui avait été interdit en Amérique du Sud par la religion catholique, hein, à cause de tous les rites qu'il y avait autour. C'est très curieux tout ça. Mais bon. Donc cette amarante, eh ben, elle est encore une fois déshydratée. Elle a changé de couleur. Elle est passée de rouge à rouge foncé. Et là, le biologiste qui est le témoin va faire des prélèvements, mettre dans des sacs. Tout va être analysé par les labos de l'INRA, par Michel Bougnas, qui fera aussi les mêmes analyses avec Trans-en-Provence. Il le paiera cher, hein, parce que lui, il va simplement dire qu'il s'est passé quelque chose d'anormal à cet endroit-là. Mais comme vous savez qu'il y a toute une... Bon, c'est un sujet tabou, un sujet dont il faut se méfier. Évidemment, dès qu'on en parle comme ça, on est voué aux gémonies, et c'est ce qui va, le pauvre, lui arriver. Mais peu importe, il nous a légué les analyses. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ces analyses? Bien entendu, on constate la même chose que sur les lavandes de masse, hein. Ça a été déshydraté, mais sans effet de chaleur. Il le dit lui-même. Il note aucun effet de chaleur, hein. Et d'autre part, ce qui est très curieux dans tout ça, c'est que les amarantes ne sont pas en dessous de l'engin, elles sont un peu décalées sur le côté. Et il n'y a pratiquement qu'elles qui vont subir cette déshydratation. Vous voyez. Il y a qu'elles qui vont être... Et quand on regarde toutes les données du labo, euh, et qu'on les met à l'hypothèse qu'on a retiré la particule de fer hydratée, qu'est la phytoferritine, dans une céréale, parce qu'on va s'apercevoir par la suite qu'il y en a dans les céréales, mais il y en a beaucoup, et puis qu'elle est sous une certaine forme disponible qui est facilement captable. Eh bien, euh, tout correspond. C'est-à-dire qu'il y a une transformation, il y a une modification du métabolisme des plantes, parce qu'évidemment, c'est un constituant, notamment la diminution des oses, et ensuite, tout le métabolisme a été affecté, évidemment, bien sûr. De même qu'on verra par la suite que quand on la retire du sang humain, on, on déclenche tout un ensemble de symptômes. Alors, toute la question, dans ces cas-là, c'est de savoir si c'est le champ lui-même, inconnu, qui affecterait, lors du décollage, ce champ inconnu, qui affecterait cette zone, et qui ne serait pas une personne d'entrée. Alors, les champs ne retirent rien. Point barre. En, en, en physique, les- rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous voyez, c'est un principe de base. Un champ micro-ondes ne retire rien. Il, il, il agite les molécules, c'est ce qu'il fait. Les autres champs ne retirent rien. Là, on a bien un retrait quantifié de quelque chose, et qui correspond trait pour trait. Parce qu'on a aussi les feuilles qui se sont recroquevillées, hein. On a les coques des fruits qui ont éclaté. On a la décoloration. Ben, on voit bien que c'est une particule de fer qui a été retirée, parce que le fer donne sa couleur rougeâtre, hein. Dans une céréale qui en contient beaucoup, puisque on va le voir, c'est un aliment qui contient beaucoup de fer, hein, puisqu'il est classé, je me souviens que dans les aliments, c'est le deuxième, après le boudin noir, après le sang, ouais.
Et donc tout colle, tout correspond et tout est expliqué dans ce cas-là, qui est aussi un cas intéressant parce que là, on a à faire l'analyse. Et donc, on va se poser la question ensuite, depuis quand datent ces retraits comme ça dans les sols ou les végétaux? Eh bien, on pourrait commencer à s'imaginer que dès 54, on a commencé à explorer ces régions et on a commencé à planifier quelque chose. Et donc on va parler, pour finir, on va parler, du cas de Marius de Wilde et puis on finira par un autre cas qui est beaucoup plus récent, celui-là, et qui montre que ça continue même, dans les années 2000. Donc nous allons terminer cet éventail, cet exposé un petit peu de cas individuels, où l'avantage qu'on a eu évidemment, c'est d'avoir des analyses, d'avoir, heu, des descriptions, des signalements, des trous, une interrogation qui n'avait pas trouvé de réponse. Et quand est-ce que ça aurait pu commencer? Eh bien effectivement, en 54, on a un cas qui s'appelle, cas Marius de Wilde, qui est bien connu, dans l'ufologie française, et qui pose le problème, de savoir si, dès cette époque-là, les régions ont commencé à être un petit peu, heu, repérées, afin par la suite, de les survoler avec plus d'intensité comme dans les vagues de 70 et cetera. Et le cas de Marius de Ville pose la question du moins. Pourquoi? Alors, pour un peu revenir sur le cas, Marius de Wilde est d'abord ouvrier sidérurgiste. Alors ça, c'est on va encore dire: «Ah mais une coïncidence». Non, oui et non. Ça se passe où? À Carouble. C'est quand même des endroits où alors, au moment où Marius de Wilde, heu, l'incident a lieu, il n'y a plus de sidérurgie à Carouble. Par contre, Marius de Wilde est employé chirurgiste un peu plus loin. Bon. Sur ce qu'est-ce qui passe-t-il? Eh bien, il est réveillé comme il est dans une maison, qui était un ancien passage à niveau. Il est réveillé par les bruits de son chien qui s'appelle Kiki. Il va sortir en pleine nuit et apercevoir un drôle d'engin qu'il va prendre pour une espèce de charrette de foin sur les rails. Et puis, tout à coup, entendre 2 petits êtres, donc il va décrire un petit peu comme la taille d'un enfant, scaphandre. Et qui viennent d'où? Eh bien, ils viennent d'où? Et c'est ça qui est intéressant, on va en parler, mais lui, il va essayer d'un peu de s'interposer, va se faire immobiliser, toujours pareil, avec un petit peu le même genre de rayon immobilisant, hein. On est un peu dans la science-fiction, mais bon, on ne peut pas dire: «Oui, ça c'est bon et ça c'est pas bon». En plus, on ne connaît pas du tout, de quelle civilisation on a affaire et quel est leur niveau. Les 2 êtres vont se jeter dans l'engin qui va redécoller. Il y aura des constats faits par la gendarmerie le lendemain. On ne peut pas en dire grand-chose parce que les analyses n'ont pas été très poussées. Juste dire que, il y a quand même une partie de ce qui est constaté qui correspond aux déclarations de Marius de Wilde. Mais le plus intéressant dans tout ça, c'est d'abord pourquoi ça a lieu à cet endroit-là, d'accord? Et d'où venaient les deux petits êtres? Eh bien, ils arrivent du côté belge. Ils arrivent du côté wallon, en fait. Et vous vous rappelez que la Wallonie avait été un des lieux, essentiels de toute la chirurgie européenne, presque pratiquement occidentale, hein. Eh bien, ils arrivent de là et si vous voulez, les gisements de limonite, wallons, sont pas les mêmes, parce que là, on est en Lorraine, c'est la Minette de Lorraine, qui est aussi une limonite. Mais ils sont dans le prolongement et on peut imaginer que déjà, à cette époque-là, on commençait à se balader sur ces régions, on commençait un peu à regarder, peut-être à chercher déjà ça, hein, heu et ce qui sera démontré ensuite par la suite. Et pour finir, je vais vous parler d'un cas, qui s'appelle, Empire Oyo 2008, alors qui est pas bien connu, que je connais bien parce que c'est le premier cas, qui m'a lancé sur cette piste-là et je voulais un peu lui rendre un peu hommage. Alors c'est un cas américain et il a lieu en 2008 dans l'Ohio et qui est relaté par, Moulton Howe, l'ufologue, américaine, Linda Moulton Howe.
et qui a interrogé les témoins. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est l'histoire, c'est un chauffeur poids lourd, Tom Comstock, je crois, il s'appelle, qui va apercevoir en pleine nuit un engin. Alors, il ne voit que trois lumières en fait, mais il va relever, ça se passe au-dessus d'une colline, qu'au-dessus de cette colline, il y a comme un cocon. Lui, il va le décrire comme un cocon, il ne sait pas trop ce que c'est, et moi, au démarrage, non plus, je ne sais pas ce que c'est, qui remonte vers les trois lumières d'un engin qui va décrire après comme étant la taille de plusieurs terrains de football, une espèce de ville entière, une espèce de cocon qui remonte comme ça de cette colline, qui fait penser. Alors, lui, il va le regarder, mais il ne va pas être le seul, hein. Il y a un agent de sécurité, il y a une féminine qui va être là. Et puis d'autres voitures sont arrêtées et regardent un peu, sont descendues de leur voiture, se sont arrêtées, puisque c'est le long d'une route, et regardent ébahis ce spectacle extraordinaire, hein. Il faut se mettre à leur place. Et ils voient cette espèce de cocon, cette masse lumineuse euh, qu'il décrit comme biologique. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais la description biologique d'un cocon, d'une masse de lumière, ça me rappelle les descriptions que font les sidérurgistes du fer qui coule dans les hauts fourneaux ou les bas fourneaux. Ils aiment à l'appeler un peu quelque chose de vivant. Ils ont une espèce ils sont attachés comme ça, une espèce de viscéralement à quelque chose comme ça, qui pourrait être biologique, mais qui ne l'est pas, hein. Et là, le chauffeur décrit ça de la même manière, avec les mêmes termes, pareil. Mais en disant, qu'est-ce que ça pourrait être? Et moi, à l'époque, je commence, je n'ai même pas découvert la vague belge, j'ai rien découvert. Et c'est le premier où je me dis, il pourrait répondre à cette question, et si se faire, euh, qui apparemment est décrit comme un- une trace anodine, hein, puisqu'on se base toujours, nous, sur ce qu'on a, évidemment, on en a beaucoup, hein. On n'imagine pas que, bon, bref, toutes euh, on est emprisonné dans nos convictions, nos fausses croyances, hein, on n'a pas mieux, ce qui est logique, hein. Mais moi, je me pose la question, mais si ce cocon qui remontait vers cet engin, c'était du fer? Il faudrait, dans ces cas-là, que la région soit une région, heu et qu'il soit des gisements intéressants de fer. Eh bien, j'ai découvert que oui, effectivement, c'est le cas. Et ça va être le premier cas où je soupçonne, mais dans un premier temps, je suis dans les soupçons, je n'ai pas la masse d'événements qui l'ont confirmé aujourd'hui. C'est le premier événement. Et je vois ces 3 lumières, je vois cet élément, je vais constater en regardant les cartes qu'effectivement on est à côté d'une ville, par exemple, il suffit de dire on est à côté de Iron Town, hein, la ville du fer, et que l'Ohio, bien sûr, a un passé riche, et justement avec une forme de minerai qui sont toujours les limonites, hein, c'est toujours celui-là dont on a parlé. Et c'est le premier flash que je vais avoir, puisque je vais m'apercevoir que cet engin il est triangulaire, même s'il est massif, il a 3 lumières à côté, et c'est ce cas-là qui va m'amener à la vague belge. Parce que je vais me dire, ah mais triangle, mais je me souviens que des triangles ont assailli une région à basse altitude, et là aussi il est à basse altitude, mais là, il y a une masse qui remonte, et selon une hypothèse, qui à l'époque n'est qu'une hypothèse, ça pourrait être du fer. Alors, est-ce que ce cas est bon, pas bon? C'est trop peu pour savoir si c'est bon, puisque ça va être bon parce que tout le reste va le démontrer, hein, bien sûr. Mais c'est la première étincelle, c'est le premier petit grain de sable, c'est la première interrogation, et je voulais en cela lui rendre hommage. Donc voilà, cet exposé se termine sur ces 5 cas. Le prochain épisode, qui va être donc le numéro 4, lui va s'intéresser aux crop circles, et en liaison, alors, parce que normalement ils n'ont rien à voir ensemble, mais avec les attaques sur le bétail et sur les humains, puisqu'on retrouve des deux côtés phytoferritine d'un côté et ferritine de l'autre. Et on va s'apercevoir qu'effectivement, même quand on le retire des sols ou des végétaux, on a un tableau clinique d'analyse que personne ne comprenait. Euh, et puis, quand on a un tableau clinique de l'autre côté, on a qu'on ne comprenait pas, mais là, on va tout comprendre, pour arriver ensuite au 5e épisode, où là, je vais vous... Parce que, si vous voulez, ce sont des sortes d'étapes ou d'échelons. On est passé d'hydroxyde de fer à phytoferritine, ferritine. On va arriver ensuite
à avoir à toucher aux composantes de ces deux-là. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ces deux-là. Il y a une nanoparticule, je vous le dis maintenant, mais voilà, qui est dans la phytoferritine, qui est dans la ferritine et qui est dans les sols. Et c'est la même. Et elle est très particulière et on l'évoquera au 4e épisode où on va approfondir ce qu'elle est, puisqu'elle est absolument extravagante, bon, je meurs d'en parler, hein, parce que c'est, je pense, l'avenir de beaucoup de notre avenir, certainement dans l'espace. Et il est là. Voilà, je vous remercie. Alors, bien sûr, hein, partagez le plus possible les vidéos, parce que ma théorie est connue des spécialistes, un peu de ceux qui s'intéressent de très près à l'ufologie. Elle n'est pas connue du grand public. Et j'essaie de la mettre à disposition du grand public en faisant tous les efforts nécessaires. Mais effectivement, ces efforts passent aussi par votre contribution à tous. Partagez, essayez de la pousser, la pousser, la pousser. Je vous remercie et à bientôt.